Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire dédié à l'optimisation du stockage des eaux en réseau d'assainissement à l'aide d'une vanne de stockage et de régulation instrumentée. Aujourd'hui, pour ce webinaire, on va passer une trentaine de minutes ensemble. À l'issue de ce webinaire, on répondra à vos questions que vous pourriez avoir pendant le webinaire. Et pour co-animer cette session, je suis accompagné de Angel Manjares, qui est responsable produit au sein de la société 3DO. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce webinaire. Pour ma part, je serai accompagné de Luc Husch, directeur commercial chez Vega France. Donc, comme Luc vous l'a dit, l'objectif de ce webinaire est de vous présenter succinctement une solution de minimisation des rejets urbains en temps de pluie en exploitant directement la capacité de stockage des collecteurs existants du réseau d'assainissement. Cela s'effectue à l'aide de vannes de stockage et régulation au fonctionnement autonome qui ont été développées au cours d'une thèse de doctorat, la mienne, par les équipes 3DO en collaboration avec le laboratoire eCube et plus particulièrement le professeur José Vasquez. Dans un objectif d'autosurveillance et de diagnostic permanent, ces vannes-là disposent d'un dispositif de mesure des débits qui se traverse l'ouvrage en continu, qui font appel à une mesure de hauteur d'eau. Et donc c'est toute l'expertise de Vega France aujourd'hui. Effectivement, dans la deuxième partie de ce webinaire, on va aborder les problématiques liées à l'instrumentation de cette vanne et notamment dans les réseaux d'assainissement, les contraintes auxquelles on doit faire face pour pouvoir effectuer une mesure correctement. Donc on va rentrer directement dans le détail du CG ou dans la thématique et je laisse Angel expliquer le contexte général. Merci Luc. Pour comprendre les objectifs et les fondements du stockage et les enjeux associés, rappelons très partiellement, je pense que vous le savez déjà, les objectifs de fonctionnement d'un réseau d'assainissement en fonction des sollicitations rencontrées. Le niveau 0, comme le définit l'AST, c'est le temps sec. L'objectif du réseau est de traiter l'ensemble des effluents au niveau de la station d'épuration. Néanmoins, lorsqu'il pleut, les objectifs sont divers. Pour les pluies de faible à moyenne période de retour et intensité, donc de 1 semaine à 1 an environ, l'objectif du réseau est de protéger le milieu naturel. Protéger contre quoi? Contre ce que l'on appelle les rejets urbains par temps de pluie, qui correspondent au volume de pluie, donc tout ce volume excédentaire qui ne peut pas être traité à la station d'épuration. Ces volumes-là sont chargés en pollution et impactent le milieu naturel. Aujourd'hui, la réglementation impose 5% au maximum des volumes déversés sur le total produit annuellement. Pour le niveau 3, qui correspond à des pluies de très fortes périodes de retour, de 10 à 30 ans, l'objectif est la protection des personnes et des biens contre le risque d'inondation. L'objectif du réseau est donc là non pas de réduire les déversements, mais de maximiser l'évacuation de ces forts débits afin que ces derniers ne se retrouvent pas dans la ville. Maintenant, pour le niveau 1, si on reprend, comment minimiser les rejets urbains par temps de pluie? Cela s'est fait avec 2 leviers. Le premier, et donc peut-être le plus évident, c'est l'eau pluviale, la traiter à la source, par des toitures végétalisées et autres techniques alternatives. Toutefois, parfois, un volume encore conséquent arrive dans le réseau et minimiser les rejets passe par du stockage. Il peut être statique, comme c'est une solution historique à l'aide de bassins d'orage, mais il peut également être dynamique. Et cela se fait en exploitant une capacité de stockage des collecteurs existants. En effet, comme on l'a vu, certains collecteurs sont dimensionnés pour évacuer des forts débits lors du niveau 3. Et donc, pour les pluies de niveau 1, ces collecteurs-là peuvent être sous-exploités et on a là un potentiel de stockage que l'on peut utiliser. Comment cela s'effectue? Cela s'effectue dans la solution développée au sein de 3DO et historiquement la société Hydras, par des vannes de stockage et de régulation dont le fonctionnement se veut autonome et donc purement mécanique dans le but d'avoir une exploitation et un investissement faible. Cela se traduit par 2 produits. Le premier, ce sont des vannes fusibles, comme on peut le voir sur la droite, qui s'inscrivent dans un déversoir d'orage en se positionnant par exemple sur la crête de ce dernier. Ces vannes-là, en plus de jouer le rôle de stockage en augmentant la hauteur de crête, permettent également de jouer le rôle de clapet anti-retour en empêchant l'entrée du milieu naturel
lorsque celui-ci est en crue et dont le niveau est supérieur, dont la charge est supérieure à la charge du réseau. Autrement, dans le réseau en tant que tel, comme on peut le voir dans le cas de la vanne de régulation, on peut placer ce dispositif en série dans le collecteur. Dans ce cas-là, la vanne stocke directement en étant placée dans ce collecteur-là. Et si on fait un zoom sur ce fonctionnement, comme on peut le voir ici, cela s'effectue grâce à un orifice, un ajoutage en fond, qui permet d'une part de laisser passer le temps sec lors du niveau 0, et donc là on laisse bien passer les effluents produits par la ville vers la station d'épuration, sans impact sur la ligne d'eau et donc la capacité d'autocurage du réseau. Lors de la pluie, cet orifice-là est calibré pour brider la capacité d'évacuation vers l'aval, de telle sorte que les débits supérieurs au débit de consigne d'un éventuel déversoir à l'aval sont stockés dans le collecteur à l'amont, jusqu'à ce que ce volume-là soit entièrement sollicité. Quand ceci arrive, l'effluent supplémentaire et donc la pointe de débit peut passer par-dessus un seuil, ce qui permet de maintenir la vanne fermée et donc garantir ce bénéfice de stockage lorsque la pointe de la pluie arrive. Ce qui se passe, c'est que lors de la vidange, lors de la décrue, le volume stocké est vidangé avec un débit régulé par cet orifice. Donc on ne décale pas la pointe de déversement, on permet bien de faire passer une partie du volume qui était déversé autrefois sous le débit de consigne et donc gagner par là un volume de stockage. Toutefois, on l'a vu, l'objectif c'est de maximiser le stockage pour la pluie de niveau 1, mais c'est également de maximiser l'évacuation pour la pluie de niveau 3. Là, on a un obstacle à l'écoulement. Il faut, pour les niveaux 3, donner au collecteur sa capacité d'évacuation d'origine. Ça s'effectue grâce à une pale supérieure donc, qui est placée au-dessus de la vanne et qui, pour les plus fortes hauteurs d'eau, lorsqu'elle est sollicitée, donne à l'ensemble un moment d'ouverture significatif. Grâce à un axe de rotation placé sur le volet inférieur, comme on peut le voir ici, l'ensemble peut pivoter, s'ouvrir et redonner au collecteur sa capacité d'évacuation, puisqu'on minimise par là la section obstruée dans le collecteur et également la perte de charge singulière de l'ouvrage. Lorsque la hauteur amont redevient inférieure à une consigne ou pour laquelle l'objectif est de stocker en réseau, des contrepoids placés sur la partie inférieure du volet donnent à l'ensemble un moment de fermeture. Et donc pareil, toujours en pivot autour de l'axe de rotation, l'ensemble se referme de façon autonome. Rien de mieux qu'une vidéo pour comprendre le fonctionnement opérationnel de ce type d'ouvrage, où là vous avez à l'amont de la vanne que je viens de présenter une caméra. On commence directement dans le vif du sujet avec une pluie, où là la vanne est fermée et permet de stocker dans l'ensemble du collecteur à l'amont. Il s'avère que cette pluie était plus importante que la pluie de référence prise dans le dimensionnement, souhaité par la collectivité. Donc la vanne s'est ouverte pour libérer cette capacité d'évacuation et garantir que le niveau d'eau ne monte pas en charge. Donc la vanne de régulation, il faut la deviner, elle est tout à l'aval. On peut en voir ici les deux joues qui maintiennent la structure au collecteur. Pour ce niveau-là, la vanne se referme. Ce que l'on peut voir, c'est qu'entre le niveau d'ouverture et de fermeture, finalement, le delta est relativement faible, ce qui permet au final que la vanne s'ouvre pour mettre en sécurité le réseau, mais permet toujours de garantir une hauteur à l'amont la plus importante possible entre les deux objectifs. On maximise l'évacuation, mais on garantit un stockage. Donc, je repasse juste sur la diapo, et c'est ce que l'on voit là. Par exemple, cette vanne-là a été suivie, et comme toutes les autres vannes qui peuvent être suivies, avec un capteur de hauteur et un capteur d'inclinaison placé sur la vanne, qui permet de connaître la hauteur en amont et donc la charge que le réseau, et donc le stockage que l'on a, et la position de vanne. En bleu, vous avez dans le temps, pour un événement pluvieux, l'évolution de la hauteur d'eau avec, quand on atteint un pic d'ouverture, la vanne s'ouvre bien, ce que l'on voit avec la variable rouge qui correspond en bas, on est fermé, en haut, on s'ouvre. Donc on s'ouvre bien quand la hauteur d'eau atteint un niveau de consigne d'ouverture. On se referme bien lorsqu'on atteint un niveau bas de fermeture. Et le delta entre les deux est relativement faible. Finalement, on maintient avec ce dispositif-là une hauteur toujours conséquente dans le réseau qui permet au niveau après la vidange
de le restituer à l'aval avec un débit régulé, et donc par là de gagner en minimisation des volumes déversés. Ces points-là, que ce soit en réseau ou sur les déversoirs d'orage, on sait avec le travail de recherche et de développement qui a été effectué, l'instrumenter, et ce pour chaque dispositif, à l'aide d'une mesure de hauteur et une mesure d'angle d'inclinaison, pour en calculer indirectement le débit. C'est le débit, c'est assez difficile à mesurer en tant que tel. Par contre, comme cet ouvrage-là est un point de contrôle hydraulique, on sait le mesurer avec seulement une hauteur d'eau. Petite information, cette loi-là, comme je l'ai dit, elle est spécifique à l'ouvrage, spécifique sûrement à votre réseau d'assainissement. Et pour garantir une mesure qui soit précise vis-à-vis de certaines contraintes réglementaires, la modélisation 3D, qui est un pilier fort du laboratoire et de 3DO, permet de recalibrer chaque loi spécifique au site. La loi en tant que telle est de qualité. Pour que la mesure dans l'ensemble et le calcul du débit le soit également, il faut s'assurer que les variables hauteur et angle qui sont mesurées sur site le soient également, parce que c'est la donnée d'entrée de la loi. Donc lui, je te laisse la main pour nous présenter comment s'assurer d'une mesure de qualité en réseau d'assainissement. Parfait, merci Angèle, c'est très clair. Donc effectivement, nous on va aborder les contraintes spécifiques à l'instrumentation en amont de la vanne de stockage et de régulation. Et effectivement, qu'est-ce qu'on peut rencontrer dans les collecteurs d'assainissement et à quoi on doit faire face? On doit faire face à des variations de niveau rapides. On peut avoir des pluies, on a vu, qui peuvent arriver subitement, surtout ces 2 dernières années, où on voit des phénomènes de crues importants. Et effectivement, notre instrument de mesure doit pouvoir réagir instantanément aux variations rapides de niveau. Ça monte, ça descend très rapidement, et il faut savoir interpréter ces variations rapides. D'autres contraintes, c'est l'encombrement du matériel ou la mise en place du matériel. Les collecteurs d'assainissement n'ont pas été prévus à l'origine pour intégrer des mesures de hauteur ou des mesures de débit. Ils ont été faits pour transporter des effluents. Nous, on doit s'adapter à cet environnement pour pouvoir mesurer sur toute la hauteur du collecteur. Donc, on essaye de faire aujourd'hui les capteurs les plus petits possibles, les plus intégrables possibles dans vos collecteurs pour pouvoir optimiser la mesure et exploiter l'entièreté du collecteur. Une dernière contrainte, ce n'est pas la dernière, il y en a d'autres, c'est la mise en charge du collecteur. Lorsqu'on fait de la mesure sans contact, on peut avoir des différents types de technologies de mesure, on va voir ça dans quelques secondes. Mais lorsqu'on fait de la mesure sans contact, il y a un risque, si c'est le collecteur monte en charge, c'est de noyer le capteur. Et donc, si je noie le capteur, je ne peux plus mesurer, mais il faut s'assurer quand même de l'intégrité du matériel et de pouvoir reprendre sa mesure dès que le capteur est dénoyé. Donc, il faut qu'on utilise des capteurs qui soient protégés contre l'immersion et capables de reprendre leur mesure une fois le collecteur dénoyé. Donc, quelles sont les solutions techniques à disposition les plus utilisées, les plus usitées? Quels sont leurs avantages et leurs limites? C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, un des premiers principes de mesure les plus utilisés dans le domaine, c'est la technologie de mesure par onde électromagnétique. Donc, Vega fait du radar depuis 1991 et a développé depuis 2008-2009 ses premiers capteurs radar dédiés au domaine de l'eau et de l'assainissement. Et récemment, en 2020, a compacté ces appareils, ces instruments de mesure pour avoir un appareil intégrable le plus facilement dans le collecteur. Alors, comment fonctionne un radar? C'est pas très compliqué. On envoie une onde électromagnétique vers un produit à mesurer et on mesure le temps de parcours de l'onde pour pouvoir interpréter la distance de vide. Et connaissant la dimension de l'organe, on va pouvoir intégrer directement la hauteur d'effluent à l'intérieur du collecteur. Donc, un des gros avantages de la mesure radar, effectivement, c'est que ce capteur est indépendant des conditions de mesure. Donc, c'est ce qu'on va voir sur la diapo suivante. Donc, effectivement, on est capable de mesurer sur toute la hauteur parce que l'appareil n'a pas de zone morte comme on pouvait avoir par le passé avec un ultrason qui excite un quartz piezo et qui engendre une zone morte sous le capteur. Aujourd'hui, avec une technologie radar, vous pouvez mesurer jusqu'à la membrane du transmetteur.
La technologie est indépendante des conditions de mesure et de la nature du fluide. Pourquoi? Parce qu'on exploite une onde électromagnétique et on n'a pas besoin de support pour propager l'onde. Si je compare avec un ultrason, c'est une onde mécanique. On utilise les molécules d'air. Quand on parle, on fait vibrer finalement l'air et c'est pour ça que le son peut se propager. En onde électromagnétique, on n'a pas ces contraintes et finalement, quelles que soient les conditions de mesure, on va avoir une mesure fiable. Donc on peut se dire que c'est l'appareil idéal. Malheureusement, non, ce n'est pas l'appareil idéal. Il fait beaucoup de choses, il repousse des limites de mesure, il peut travailler dans beaucoup d'environnements, mais il y a des précautions à prendre. Une des premières précautions à prendre, c'est vérifier qu'on n'a pas de risque de présence de mousse. Alors, on peut travailler même s'il y a un petit peu de mousse, mais au-delà d'un certain volume, si je commence à avoir 10-15 cm de mousse, voire au-delà, la précision de mesure va être impactée. Et donc, ça, c'est important, notamment dans le cadre de la réglementation, d'être plutôt précis. Donc, s'il y a vraiment beaucoup de mousse, je peux impacter la précision, voire avec des phénomènes très moussants, je peux ne plus pouvoir mesurer. Donc, en présence de mousse, il faudra choisir un autre instrument de mesure. Et un autre point important, et ça fait appel à notre savoir-faire, notre expérience, c'est d'implanter correctement le capteur, d'une part pour qu'il puisse intégrer la loi hauteur débit, ça c'est un point important, mais aussi ne pas être influencé par des phénomènes entrant dans le collecteur, comme ce qu'on peut voir sur la photo. Si j'ai un phénomène de jet directement en dessous du capteur, je ne mesure plus la hauteur de l'effluent, mais je mesure finalement le passage du jet directement sur le capteur. Donc ça, c'est vraiment les précautions à prendre, les limites à faire attention. Au global, finalement, le capteur est quand même performant. Il est indépendant des risques de colmatage, d'encrassement, puisqu'il mesure sans contact. Il vous amène une très haute précision de mesure. On est au millimètre près sur le capteur. Donc évidemment, ça dépend de la qualité de l'écoulement de l'effluent. Si j'ai des vaguelettes, ma précision, c'est bien le millimètre, mais les vaguelettes vont engendrer une imprécision. Je suis indépendamment des phénomènes de condensation. Je peux même avoir des appareils ATEX si votre réseau peut être soumis ponctuellement à des risques d'explosion. Et donc, je vais pouvoir éventuellement intégrer directement la loi hauteur débit. On va en parler dans quelques instants. Et on a un appareil qui est extrêmement résistant chimiquement puisqu'on utilise un capteur en matière synthétique qui est en PVDF. Le même PVDF, pour vous donner un ordre d'idée, qui est utilisé sur les batteries des véhicules. Donc extrêmement résistant à l'agression. Et donc, si votre capteur n'est pas sali, s'il n'a pas été immergé toutes les 30 secondes, vous n'avez pas d'entretien spécifique sur un instrument de mesure comme celui-ci. Donc lorsqu'on ne peut pas mettre en radar, on va passer en capteur piezo ou capteur hydrostatique. Donc comment se présente le capteur hydrostatique? Tout simplement, c'est un corps de capteur au bout duquel on va avoir une cellule de mesure en céramique, donc qui va se déformer en fonction de la charge qu'on va avoir au-dessus du capteur. Donc le gros intérêt d'utiliser une cellule céramique, c'est sa grande résistance mécanique au risque de... Si tu peux pas rebasculer, merci. Au risque de dépôt et au risque d'abrasion qu'on pourrait avoir éventuellement dans le collecteur. Puisque lorsqu'on est dans un collecteur d'assainissement, on va avoir un effluent qui va passer et cet effluent va être chargé puisqu'on est dans l'assainissement et on peut avoir un risque d'abrasion. Donc la cellule céramique a une très grande résistance à l'abrasion. Donc sur la photo que vous pouvez voir, par exemple, vous voyez que l'inox a été totalement abrasé dans un cas de figure. C'était pas dans un collecteur d'assainissement, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc l'inox a été totalement abrasé, alors que la céramique, on voit aucune trace dessus. Effectivement, on a une très grande résistance mécanique de la cellule de mesure. Donc l'autre intérêt du capteur piezo, c'est que je peux mesurer sur toute la hauteur. On a vu qu'avec le radar, même s'il faisait que quelques centimètres d'épaisseur, les derniers centimètres, les 5-6 derniers centimètres, je peux pas les mesurer, contrairement au capteur hydrostatique. Les limites, les précautions d'utilisation du capteur hydrostatique, effectivement, c'est s'il y a un risque de choc sur le capteur, on préconise de l'installer dans un tube de protection. Donc ça peut être un tube en PVC, tout simplement, un flexible, comme on le voit ici, pour tout simplement que s'il y a des entraînements solides, le capteur ne soit pas impacté. Ça reste un instrument de mesure, donc s'il y a un gros choc sur le capteur, on pourrait imaginer de détériorer le matériel. Donc il convient de le protéger contre ces risques de choc.
Et une des précautions d'usage, c'est de ne pas l'immerger jusqu'au fond, tout simplement parce que s'il y a un risque de dépôt au fond et que ce dépôt se met autour du capteur, on peut atténuer la transmission de la pression au niveau de la cellule de mesure et donc impacter la précision de mesure. Donc le conseil, c'est de le décaler très légèrement par rapport au fond pour éviter qu'il soit envasé et qu'il fasse une mesure toujours reproductible. Donc, on a choisi son capteur, il conviendra de le paramétrer correctement. Donc, pour ça, ce n'est pas très compliqué. On va dire qu'il y a des paramètres généraux. Donc, je connais comment j'ai positionné mon capteur à l'intérieur du réseau. Et donc, je vais devoir programmer mon 0, mon 100% et éventuellement intégrer directement dans le matériel la loi hauteur débit. Donc, pour la technologie radar, on intègre une communication Bluetooth. Donc, il suffit d'un petit smartphone qui peut être un iOS ou un Android, de charger l'application VegaTools et à ce moment-là, on va pouvoir paramétrer directement son capteur, son 0, son 100%. On pourra même lui donner un nom, le nom de l'ouvrage sur lequel il est installé pour pouvoir le repérer. Lorsque j'ai une mesure de débit standard et classique, je peux choisir directement dans le capteur une loi hauteur débit. Donc, en fait, il suffit d'utiliser l'application. Donc, je prends mon smartphone, j'appelle le capteur, je vais rentrer dans les fonctions étendues du capteur, je vais sélectionner la linéarisation, et là, j'ai un certain nombre de lois préprogrammées, et je sélectionne, par exemple, un déversoir triangulaire, et à ce moment-là, j'intègre directement la loi dans mon capteur. Ça, c'est pour les cas simples, où je suis juste sur un déversement avec une loi standard. Et qu'en est-il lorsque je suis dans un collecteur d'assistement et j'ai monté une vanne de régulation, une vanne de stockage et de régulation? J'ai deux variables à prendre en compte. C'est d'une part la hauteur et d'autre part l'inclinaison de la vanne pour pouvoir intégrer finalement différentes lois en fonction des angles d'ouverture de la vanne. Donc là, ça se fait plus simplement, il faut choisir la loi et c'est l'inclinomètre qui va nous permettre de basculer d'une loi sur l'autre où on rentre une règle mathématique directement à l'intérieur du système. Donc dans ce cas de figure, comment on fait? Donc on va utiliser un capteur, un inclinomètre et comme dans le cas de l'autosurveillance, vous allez devoir stocker ces valeurs de mesure, on va utiliser un logger qui va récupérer ces deux informations et donc les transmettre au SCADA qui va faire l'interprétation hauteur débit. Donc soit vous avez un logger qui est capable d'interpréter sa loi, ou s'il n'est pas capable d'interpréter directement, c'est le SCADA qui le fait. La deuxième possibilité, effectivement, c'est ce que je viens de dire. Vous avez un logger qui a une capacité de calcul intégrée et à ce moment-là, les informations sont rentrées directement dans le logger, ça fait comme un petit automate, et vous pouvez sortir directement du logger en GSM, GPRS, une loi, un débit mesuré directement dans votre collecteur en fonction de l'ouverture et de l'inclinaison de la vanne. Donc on a vu la partie choix du matériel, les précautions, le paramétrage, et derrière, on est confronté, toujours dans le cadre réglementaire, à une procédure de contrôle des instruments de mesure. Il faut valider que l'appareil donne bien la bonne valeur de mesure. Donc, pour un radar, c'est relativement simple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une cible qu'on va positionner en dessous du capteur. On va vérifier que cette cible est à la bonne distance du capteur avec un mètre et on vérifie la corrélation de la sortie analogique du capteur par rapport au métrage que vous avez fait avec votre mètre. Pour vous aider dans ces tests, on a écrit une procédure de vérification des performances du capteur. Donc on va utiliser le petit fascicule et puis vous notez pas à pas ce que vous êtes en train de faire. Et pour vous aider à faire vos tests, 3DO a directement développé un kit de mesure que vous pourrez utiliser pour vérifier la fonctionnalité, le bon fonctionnement et la bonne valeur de mesure du capteur. Donc je vais laisser Angel expliquer comment fonctionne le kit de vérification. Merci Luc. Effectivement, le kit de vérification, finalement, il a été motivé par plusieurs points. Le premier, c'est les nombreuses visites que 3DO fait sur site pour relever des déversoirs d'orage ou des sites d'implémentation des vannes de stockage et régulation pour justement
mettre en œuvre des dispositifs de mesure. La motivation, c'est par exemple dans les cas des postes de pompage, on peut difficilement descendre sur site pour valider le zéro du capteur et également parfois mettre en place un système de validation pérenne peut être fastidieux, peut s'encrasser et le nombre de sites sur une ville peut être trop important pour envisager également une solution par site. Donc, le dispositif qui a été conçu permet justement d'être transposable d'un site à l'autre, de n'être installé que lors de la vérification et également de pouvoir être fait seulement depuis la surface, ce qui peut être très avantageux lorsqu'on ne peut pas descendre dans l'ouvrage. Il se compose, donc tout est implémenté dans le kit. Il se compose d'un trépied qui est placé, comme on peut le voir, à la surface, au-dessus d'un regard. Lors de nos études, quand on établit un dispositif de mesure, on essaye au maximum de le mettre au-dessus d'un point d'accès pour... Pardon, j'avais une mouche. Pardon. On essaie de mettre au-dessus d'un point d'accès le capteur, donc comme ça on peut le voir depuis la surface et le contrôler plus facilement. On met le trépied. À l'atelier, nos collègues chaudronniers ont développé un support en inox qui permet de fixer une mire graduée. Et sur cette mire graduée, on vient également fixer une cible au niveau de laquelle est également fixé un support, au niveau duquel toujours est fixé un laser plan. Cela permet, comme vous avez ici, la cible. Cette cible-là, imaginez ici, vous avez votre crête, vous êtes depuis la surface, vous descendez la cible sous le capteur de mesure. Le laser plan permet de repérer le niveau de cible et le niveau de premier déversement. On est d'accord que c'est ça le niveau 0. Et on peut contrôler en temps réel, grâce à votre application, que le capteur donne bien le 0 et le paramétrer si nécessaire. La mire et le trépied sont aussi implémentés d'une moulinette qui permet de remonter la mire à une hauteur donnée, puisque la mire est graduée, ce qui permet de vérifier plusieurs hauteurs d'eau, comme le stipule la conformité réglementaire également. Et donc on peut vérifier par là la linéarité de la mesure de hauteur en toute simplicité. Très bien, merci. Et donc le deuxième instrument de mesure qu'on a vu, c'était le capteur piezo. Et de la même manière, il faut pouvoir le contrôler. Mais avant d'en parler, j'ai oublié de vous dire quelque chose sur le radar. Je vais aller plus vite que la musique. Intégré au radar, on a aussi rajouté une procédure de test de fonctionnement suivant une norme Namur qui s'appelle la NE 107. C'est un petit peu comme un check-up que vous feriez avec votre voiture quand vous l'amenez au contrôle technique. Donc on a un certain nombre de points qui sont vérifiés, mais ça c'est vérifié automatiquement. Vous n'avez pas besoin de nous renvoyer le capteur. Vous lancez tout simplement en vous connectant avec votre smartphone sur le capteur le test de fonctionnement et le capteur vérifie un certain nombre de points. Donc on va vérifier des contrôles logiques séquentiels du programme, on va vérifier différents signaux d'état, on vérifie la température de l'électronique. En fait, on a une sonde de température dans l'électronique qui est un mouchard qui vérifie qu'on est bien dans la plage de mesure de la plage de tolérance de température prévue par l'appareil, donc de moins 40 à plus 80 degrés. Si on dépasse dans un sens ou dans un autre, l'appareil va stocker cette valeur et envoyer une information de risque de détérioration du système. On vérifie aussi la fréquence de quartz de fonctionnement du capteur radar. On vérifie qu'on émet toujours à la même fréquence et qu'il n'y a pas de dysfonctionnement du capteur, donc on garantit la qualité de la mesure. Donc une fois qu'on a réalisé ce test, on édite un protocole, un rapport de test que vous pouvez archiver directement dans votre application sur votre smartphone ou vous pouvez tout simplement imprimer celui-ci pour l'archiver s'il y a un besoin d'archivage papier. Et je reprends pour le test du capteur hydrostatique. Donc c'est relativement simple. Le capteur hydrostatique, il y a déjà un contrôle à réaliser. C'est vérifier que la membrane n'est pas encrassée. Comme on est dans un réseau d'assainissement, par temps sec, on peut avoir des dépôts qui se forment sur le capteur, on peut sécher, on peut atténuer la transmission de la pression sur le capteur. Donc effectivement, il convient de vérifier que ma membrane n'est pas sale.
Donc je peux passer dessus. Et il y a un des gros avantages, c'est lorsque je suis en céramique, je peux nettoyer ma membrane. Si vous avez retenu ce que j'ai dit précédemment, il n'y a pas de risque à nettoyer avec un chiffon votre membrane. Je vais garder l'intégrité du capteur, même si j'ai passé un chiffon sur la cellule de mesure. Donc je vais revenir au test à proprement parler. Donc pour tester le capteur, je vais utiliser tout simplement un bécher ou un tube dans lequel je vais pouvoir immerger le capteur. Je vais mettre un petit mètre sur le côté du tube et vérifier la corrélation entre la sortie analogique du capteur, son signal 420 mA, avec la hauteur d'eau mise à l'intérieur du tube. Si j'ai pas la possibilité d'utiliser un tube avec une règle graduée ou un tube gradué tout simplement, je peux très simplement mettre un adaptateur en bout de capteur, et cet adaptateur, je vais pouvoir le relier à une pompe et je vais engendrer une pression à l'aide de cette pompe qui pourrait correspondre à une hauteur d'eau. Donc je peux générer en millibar, en bar, en équivalent mètre de colonne d'eau et vérifier la correspondance du signal 4. Donc voilà, on a balayé l'ensemble du séminaire. On doit être dans le timing à nos 30 minutes qui était prévu. C'est le moment de passer à vos questions et à vos réponses. Vous avez aussi nos coordonnées qui apparaissent sur l'écran. Pardon. Il y a un micro qui arrive. Merci. Merci Ariane. Il y a besoin de micro en fait. Ah ok. Donc on a un micro qui arrive et je vais récupérer mon écran parce que les questions vont apparaître sur un écran. Top, bravo. Si vous avez des questions. C'est ton micro qui... Ouais. Donc, est-ce que vous avez des questions? Alors, je pense que c'est pour toi. Et monsieur Le Chevalier, Sylvain, qui demande: bonjour, avez-vous déjà rencontré des problèmes de linéarité dans vos tests? Non. La réponse est relativement simple. Non. Alors, un radar, si je prends le cas d'un radar, on mesure le temps de parcours d'une onde électromagnétique et le temps de parcours la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques, c'est une constante. Si la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques varie, c'est qu'on a vraiment un problème sur Terre et il y a quelqu'un qui a vraiment déconné. Pour la partie capteur hydrostatique, tout ce qui est transmetteur de pression, vous pouvez observer des phénomènes de dérive liés au vieillissement des matériaux dans le temps. Donc, vous pouvez vérifier, non, ce n'est pas tellement un problème de linéarité, mais c'est plutôt un problème de dérive annuelle que vous pourriez avoir. Donc en fonction des contraintes qu'on peut avoir dans l'exploitation du capteur. Donc globalement, ce qu'on demande, c'est de vérifier le point zéro annuellement et on peut recaler éventuellement, s'il y a eu dérive, le point zéro. J'espère que les réponses sont claires. Très bien, merci Luc. Plus de pile dans le micro. Donc je ne sais pas à quelle heure le micro a malheureusement failli. Si vous avez d'autres questions sur la procédure de test et de supervision des capteurs, n'hésitez pas à les poser à Luc. Tac. Je sais pas, il y a d'autres... C'est une question pour moi. Oui, je te la pose alors. Donc Vega, mon micro marche. Ah, c'est mon micro qui marche pas. Oui. Ok, désolé, j'avais pas saisi. Très bien. Donc, okay. Est-ce que Vega propose des inclinomètres à la vente? Non, Vega ne propose pas d'inclinomètres à la vente. Ce n'est pas du tout notre domaine. On vend que des instruments de mesure de niveau et de pression. Toutefois, je permets de rebondir sur cette question-là. On l'avait évoqué ensemble. Votre technologie est compatible avec d'autres mesures d'inclinomètres. En fait, on peut l'intégrer dans un logger, voilà. Intégrer les deux mesures et faire le signal de manière intelligente ou faire le calcul dans le serveur de supervision. Tout à fait. Donc effectivement, nous, on ne va pas fournir la valeur inclinaison, on va plutôt fournir la valeur niveau qui va être interprété en débit et on va rentrer ces informations dans le logger. Donc le logger va interpréter le niveau et l'inclinomètre. Donc,
Peut-être je peux passer cette question. Ouais. Est-ce que tu as des informations Donc, Monsieur Leclerc-Guillaume qui demande, on parle beaucoup de mesures de niveau, donc ce qui est plus courant en assainissement. Ouais. L'inclinomètre, ça l'est moins. Donc, type de technologie, entretien, etc. Alors, j'avoue que là, chez Vega, nous, on est un petit peu sec sur le sujet, puisque nous, on est vraiment spécialiste dans la partie niveau, et j'ai pas à titre personnel, et à titre de Vega, on n'a pas de compétences ou de conseils dans ce domaine. Donc, il faut plutôt se retourner vers les fabricants d'inclinomètres. Alors, peut-être que tu as des informations, toi, Angel, de ton côté Oui, il y a plusieurs fabricants d'inclinomètres. Si on tape inclinomètre, assainissement, les deux premiers liens amènent vers des fabricants tels que vous, mais côté inclinomètre, du coup. Pour la techno, je ne suis pas assez compétent pour la décrire de facto, mais ça se traduit également par un petit boîtier également sur la vanne que l'on a installée dans ce site-là. On l'a installé à l'aval de la vanne au niveau de l'axe de rotation, et en fait ce boîtier, en fonction donc, qui est également ATEX et qui permet de mesurer l'angle en étant fixé à l'aval de la vanne. Et pourquoi l'aval? Parce que à ce niveau-là, il est protégé. Et c'est tout ça. Autre question de Lucas Chalère. Est-ce qu'il existe sur le long terme des problèmes d'attaque de béton ou du béton pour les collecteurs qui sont mis en charge? Est-ce que tu as un retour d'expérience? C'est une très bonne question, et ça c'est pris en compte directement dans la conception de l'ouvrage et dans son dimensionnement d'ingénierie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un réseau d'assainissement, c'est pas un réseau d'eau potable. Il n'est pas fait pour fonctionner en charge, en tout cas pas toujours ou pas de façon fréquente. Dans le dimensionnement, quand on dimensionne une vanne, on fait en sorte de ne jamais mettre en charge le réseau, sauf cas exceptionnel où même sans vanne, le réseau était en charge. Ça pour deux raisons. La première, qui n'est pas évoquée dans la question, c'est toutes les problématiques de coups de bélier où finalement, quand le réseau est en charge, on maîtrise assez peu l'évolution de la ligne piézométrique dans l'espace et dans le temps. On peut avoir des phénomènes, comme je disais, coups de bélier de masse ou autres. Et deuxièmement, par rapport à l'attaque des bétons, ça vient du fait que si on laisse ce volume-là d'eau usée stagner trop longtemps, on peut transformer le réseau en bassin de traitement. Et ça, c'est pas le cas. Enfin, c'est pas le but, parce que avec tous les déchets ou l'H2S qui peut être créé, là, on peut attaquer le béton. Donc, ce qui est fait lors du dimensionnement, c'est quand on dimensionne la vanne, on le fait avec un modèle 1D qui prend en compte l'impact de l'ouvrage sur le réseau en entier. Et ce faisant, on regarde l'impact sur le volume stocké et également combien de temps on stocke ce volume, pour savoir si on le stocke suffisamment peu. Enfin, si on le stocke trop peu, on risque de vidanger avec un débit trop important et donc de déverser. Si on stocke trop longtemps, bassin d'aération, production d'H2S, on dégrade le béton, et de surcroît, s'il y a une pluie qui arrive 2 jours après, le réseau est déjà plein et on ne stocke pas. Donc, on développe un algorithme qui permet d'optimiser ce débit-là de vidange pour trouver les deux termes. Mais dans tous les cas, c'est moins de 24 heures afin de limiter le développement d'éventuels acides qui attaqueraient le béton. Mais le collecteur n'est pas en charge. Ok. Une autre question de Pénélope. Bonjour. Le système est-il compatible sur un collecteur type DALO, plutôt rectangulaire, ou deux types de conduite? Donc, je vais laisser Angel répondre. Pour nous, on peut s'installer, quelle que soit la forme du collecteur. Après, je pense que les vannes ne devraient pas poser de problème non plus, mais Angel, je te laisse répondre. Oui, merci. Concernant la forme des collecteurs, on peut s'installer sur n'importe quel type de collecteur, que ce soit ovoïde, circulaire ou DALO. Ce qui va changer finalement, c'est la forme du volet inférieur et la forme du cadre sur lequel on va s'installer. Là-dessus, on a un chef d'atelier qui est formé sur SolidWorks, qui permet, en fonction des relevés que l'on fait sur site, donc on descend sur site avec un scanner 3D, et on peut relever
la section dans laquelle s'inscrira la vanne, mais également le fond. On a développé un petit outil qui permet également de pouvoir prendre le fond afin de concevoir une vanne sur SolidWorks qui permet de s'adapter à chaque collecteur. Du moment que la vanne est point de contrôle hydraulique, on peut réguler le débit. Donc on s'assure au bureau qu'on est bien point de contrôle hydraulique, on s'assure sur site de la bonne section du collecteur pour pouvoir concevoir une vanne ou générique ou spécifique à chaque type de collecteur si on a des sections un peu différentes. J'espère que ça répondra à votre question. Donc une autre question, celle-ci elle est pour moi. Et pour toi, je te elle est la pose vraiment alors. très précise. Donc c'est Monsieur Delforge Damien qui demande s'il est possible de garder en mémoire les codes PIN des capteurs, car on perd tout lorsque l'on change de téléphone. Même en ayant créé un profil sur l'application. Alors, normalement, lorsque vous utilisez l'application VegaTools, vous pouvez créer votre propre espace qui vous est dédié, MyVega, donc avec votre adresse email. Et si vous changez de téléphone, en fait, à partir du moment où vous avez, au moment du paramétrage du capteur, activé la fonction Backup and Restore, vous allez sauvegarder d'une part le paramétrage des capteurs, mais en plus tous vos codes PIN. Donc il faut effectivement créer votre espace MyVega. Donc ça c'est une chose, mais il faut activer la fonction Backup and Restore. Donc je vous propose simplement de nous envoyer un mail, comme ça on vous enverra la procédure de fonctionnement de la fonction Backup and Restore. Bien, merci Luc. Encore une question pour toi de Monsieur Le Chevalier. Est-ce que le test Namur s'effectue périodiquement et de manière automatique par le capteur? S'il identifie un problème dérive, comment le technicien est informé? Alors, il y a plusieurs choses. Les capteurs sont effectivement autosurveillés, que ce soit un capteur piezo ou d'ailleurs un radar. Les deux capteurs sont autosurveillés. Sur un capteur piezo, on a une cellule céramique avec deux condensateurs à l'intérieur et on vérifie la linéarité des deux condensateurs l'un par rapport à l'autre. Pour le capteur radar, le test Namur tel que je l'ai montré sur l'écran se fait non pas de manière automatique, c'est vous qui lancez le test pour avoir votre résultat de test. Par contre, le capteur est autosurveillé, ça veut dire qu'il vérifie aussi en fonctionnement en permanence qu'il est bien dans la tolérance de température, par exemple. Donc, si le capteur enregistre un défaut, vous avez deux possibilités. Vous pouvez paramétrer un courant de défaut. Donc, le capteur peut bloquer sa mesure ou peut basculer à 20 mA ou à 3,6 mA. Ça, c'est une des possibilités, mais c'est par paramétrage au moment de la mise en route du capteur. La deuxième possibilité, c'est d'exploiter, lorsque j'utilise un capteur radar VegaPulse C21 qui utilise le protocole EHART superposé au signal 420 mA, c'est d'exploiter sur la trame EHART, sur la trame 420, cette information EHART pour interpréter les défauts. Et effectivement, dans ce cas, si vous êtes capable de lire la trame EHART, si le système est capable de lire la trame EHART, vous pouvez être informé en temps réel d'un dysfonctionnement éventuel du capteur. Merci Luc. C'est pour toi ça. Tu me disais également que les capteurs piezométriques sont autocontrôlés. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. En fait, peut-être que je peux le montrer à l'écran, ça va être dur parce que là, j'ai le micro plus... je peux tenir le micro si tu veux. Maxime, Maxime, tu peux zoomer. Voilà. Hop, voilà. Donc en fait, si je découpe ma cellule en deux morceaux, elle est constituée de deux condensateurs. Donc vous voyez des anneaux à l'intérieur de ma cellule de mesure. Donc vous avez une plaque de mesure du condensateur et puis deux anneaux concentriques au milieu. C'est deux condensateurs qui sont créés avec cette cellule de mesure. Et en fait, on vérifie que les condensateurs varient de la même manière en fonction de la pression. Si maintenant j'ai un choc sur la membrane, qu'elle est fissurée pour une raison X, à ce moment-là, les condensateurs ne vont plus varier de la même manière et on va sortir un signal de défaut. Donc éventuellement, comme pour le radar, 3,6 mA ou 20 mA. Et donc vous savez que votre capteur est défectueux. Très bien, merci. Je te rends le micro et je pense qu'il y a une question sur les vannes.
Alors, Ah oui. il y a une question de Morgane Prunier. Quelle est la plage de diamètre de collecteur dans lesquelles ce type de vanne peut être installé? Donc c'est bien sur les vannes, et pour ce type de vanne, comme on l'a vu, c'est des vannes basculantes avec sur les 30 premiers centimètres un ajutage qui permet finalement d'éviter tout risque d'obstruction et d'obstacle. Le diamètre max, le minimum que l'on s'autorise, varie entre 1 mètre et 1 mètre 30. Prenez 1 mètre 30 en considération. Pour les diamètres plus petits, on peut également les placer sur des chambres au niveau des regards où on a plus de hauteur. Alors, une deuxième question sur la partie vanne. Comment se caractérise la maintenance pour ce type de vanne? Très bien. Donc pour la maintenance de ce type de vanne, là j'ai présenté la vanne en série. On a également la vanne sur des versoirs d'orage. La vanne sur des versoirs d'orage, elle doit être étanche. Et donc pour être étanche, on l'équipe de joints d'étanchéité. Le retour que l'on a depuis 3DO et depuis également l'activité Hydrast dans les premières activités date des années 96. Donc on a relativement une plage d'exploitation et de retour d'expérience relativement longue. Les joints, eux, sont changés en moyenne tous les 3 ans, donc ou par l'exploitant ou par les équipes de 3DO. Dans le cas des vannes que l'on a vues précédemment au cours de la présentation, là, il n'y a pas de joint d'étanchéité. Au niveau de l'exploitation, ce que l'on préconise et ce que l'on a fait au cours d'1 an et demi des premiers essais de cette vanne, donc tous les mois, on est allé visiter la vanne pour vérifier s'il n'y avait pas de lingettes. On sait qu'en réseau d'assainissement, il y a des lingettes, et cette conception de vanne a été faite en prenant en compte, en premier lieu, des contraintes opérationnelles et d'exploitation du maître d'ouvrage. Donc pas d'angle saillant, par exemple, un ajutage relativement important pour laisser passer d'éventuels obstacles. Et donc, ça, c'est la théorie, mais la pratique, c'est tous les mois aller voir la vanne, et ça a été confirmé par pas d'obstacles, pas de lingettes. Et donc l'entretien se fait finalement d'un point de vue visuel. Est-ce que la structure de la vanne reste intègre? Est-ce que les boulons sont bien serrés? Mais ça reste quelque chose de, comment dire, voilà, au moins tous les 6 mois, 1 an, s'assurer du bon fonctionnement de l'ouvrage. C'est pas quelque chose où on doit aller toutes les semaines ou tous les mois valider le bon fonctionnement, la bonne consigne de fonctionnement ou autre. Une fois qu'on a posé les contrepoids, ils sont là jusqu'à la fin de la vie de l'ouvrage. On n'a pas de choses à régler. Alors, encore une question, j'imagine, sur la vanne. Bon, elle peut s'adresser aux deux, mais combien de temps faut-il du début jusqu'à l'installation? Donc, j'imagine que c'est pour dimensionner la vanne en fonction de l'ouvrage et la réalisation du matériel et l'installation de celui-ci. Oui, ça peut également être sur l'instrumentation. Donc, on va faire de A à Z. Le début, finalement, ça vient du besoin de diminuer les volumes déversés au sein d'une ville. Une collectivité a besoin de minimiser les volumes rejetés. Ce que l'on peut faire en premier lieu, c'est déjà regarder s'il y a un potentiel de stockage en réseau. Ça ne sert à rien de déployer une vanne s'il n'y a pas de potentiel de stockage en réseau. Ouais. Donc nous, on est capable, en exploitant le SIG et un modèle réseau, de connaître le potentiel de stockage et de dimensionner à l'aide de modèle 1D le nombre, la position et le dimensionnement de chacun des ouvrages pour au final trouver un compromis, un style d'optimum entre la minimisation des volumes déversés et le coût par volume stocké. Donc ça peut être un premier pack d'études qui est fait ou par nous, par un bureau d'études modélisation 1D. Après, nous, on peut intervenir comme fournisseur de vannes et de la conception à la fabrication. Je pense qu'il faut compter entre 3 et 6 mois du premier test où on va sur site, on prend la section du réseau si elle est différente. Ça peut être également sur plan, où là on a un plan de construction où on sait exactement les caractéristiques géométriques dans lesquelles s'inscriront la vanne. Et puis après, s'il faut faire du sur-mesure, aussi on peut prendre une vanne générique. Il y a une partie conception ou non qui est compressible ou non. Puis fabrication et pose dans un délai de 6 mois, je pense que c'est raisonnable. Peut-être que notre chef d'atelier me fouettera après cette réponse, mais... Non, il travaille vite.
Alors, chez nous, c'est un peu différent. Les délais sont relativement courts en temps normal. Un radar, c'est à peu près 5 jours de délai de livraison et un transmetteur de pression, c'est à peu près la même durée. Ça ne met pas beaucoup de temps pour être livré et vous aurez un peu plus de temps d'installation peut-être pour avoir l'accès au collecteur et installer au bon endroit le capteur. Bonjour, y a-t-il un retour d'expérience sur la retenue de flottants dans la vanne qui peuvent empêcher la fermeture? Ou au contraire, un risque que la vanne reste bloquée fermée? Enfin, y a-t-il une maintenance particulière pour prévenir ce risque? Très bien, donc je pense que c'est une question pour la vanne et j'y ai partiellement répondu tout à l'heure. Ce risque-là, juste pour répondre spécifiquement, il est pris en compte, comme on l'a vu avec la vanne présentée précédemment, avec une ouverture d'au moins 30 cm. C'est la coutume, disons, en assainissement de ne pas poser, par exemple, de réseau inférieur à cela pour éviter tout risque d'obstruction. Et pareil par rapport aux flottants ou autres lingettes, dans la conception, il a été évité tout angle saillant. Et les visites sur site régulières permettent de valider que ce n'est pas le cas. La maintenance particulière, c'est, comme je l'ai dit, visiter régulièrement le site. Il faut savoir que ce type de vanne-là peut être facilement franchissable, excusez-moi. Donc on a mis en place un dispositif de franchissement de ce type de vanne pour être sécuritaire et simple. Et donc à ce stade-là, on peut valider, comme je dis tout à l'heure, le bon fonctionnement de la vanne, la bonne tenue structurelle, mais il n'y a pas forcément d'entretien en soi pour enlever les flottants ou autres. Là-dessus, on travaille avec les exploitants pour justement avoir le retour d'expérience et être en amélioration continue par rapport à cette conception. La question suivante est encore pour Angel, mais je pense qu'il y a déjà répondu, puisque la vanne doit tout de même être soumise à un peu d'entretien, je pense. Elle pourrait s'encrasser ou se dégrader avec le temps au niveau des articulations et des jointures. Qu'en pensez-vous? Donc je pense qu'il a répondu à la question, effectivement, avec des préconisations de remplacement de joints, de vérification. De joints, ça c'est pour les vannes placées sur des versoirs d'orage sur lesquels on souhaite être étanche. Finalement, sur la vanne qu'on a vue là, l'étanchéité finalement est partielle. On ne veut pas être totalement étanche, il y a quelques petites fuites, mais bon, on est dans un réseau d'assainissement. C'est un compromis entre l'opérationnel et la facilité d'entretien, disons. Finalement, là, l'axe est placé l'axe de rotation est placé à l'aval du volet et donc est protégé de l'écoulement principal. Donc au final, l'entretien reste suffisamment minime, même après 1 an et demi de mise en service opérationnelle. Emmanuel Claret nous pose la question suivante. Bonjour, est-ce que c'est 3DO qui définit l'emplacement de la sonde par rapport à la vanne installée? La mise en charge d'un collecteur pouvait être sur une grande longueur. Est-ce que 3DO fournit une fiche de valorisation des données enregistrées? Il y a une double question. Ok. Moi, je peux répondre partiellement. Vas-y, je t'en prie, je compléterai. Mais je pense qu'effectivement, tu pourras compléter, Angèle. Comme dans toute mesure de débit, en fait, lorsque j'ai un organe déprimogène, il y a des conditions d'installation à respecter par rapport à l'organe déprimogène. Si je suis au droit de l'organe déprimogène, je ne vais pas pouvoir intégrer ma loi hauteur débit, donc il faut que je sois en amont. Et effectivement, 3DO va préconiser une position idéale par rapport à l'écoulement qui doit transiter par la vanne de régulation. Exactement. J'ai bien répondu, Angèle. Totalement, oui. Donc à l'amont de l'ouvrage, comme tu as dit. Dans certains cas, quand on fait appel à une modélisation 3D, on peut également s'assurer, si on a des singularités dans le réseau qui viennent dégrader les conditions d'application parfaites que l'on pourrait avoir. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, quand on calibre le modèle générique de la loi, comme on l'a fait au laboratoire, on a une section d'écoulement à l'amont où on a un champ de vitesse pleinement développé. En assainissement, on peut avoir un coude à l'amont ou autre qui font que ça, c'est contraint. Donc on peut être amené à valider d'une part la loi hauteur débit et de deux l'emplacement de la sonde de mesure de hauteur pour être dans une zone pour laquelle la stabilité de la hauteur est la meilleure et donc s'assurer du bon fonctionnement et de la bonne mesure des capteurs. Et enfin une dernière question.
Concernant la supervision en fonctionnement, y a-t-il possibilité de commander la vanne à distance si c'est pertinent de le faire? Plusieurs personnes, MOA, exploitants, peuvent y accéder. Alors, je pense que la question ne correspond pas vraiment à la vanne qui a été présentée puisque ce n'est pas une vanne motorisée. Donc voilà, ce n'est pas une vanne motorisée. Le fonctionnement se veut autonome pour ne pas être dépendant de fonctionnement électrique et donc peut se poser dans n'importe quel type de réseau, même si on est loin d'un tableau. Dans certains cas, il a pu être envisagé de mettre une gâche aimantée pour retarder le seuil d'ouverture. Mais c'est la seule façon que l'on a pour s'assurer d'une gestion pilotée de l'ouvrage. Nous, ce qu'on cherche avant tout, c'est une solution low-tech, passive, et dont le dimensionnement se fait finalement en amont à l'aide d'un modèle réseau sur lequel on va chercher à optimiser le dimensionnement, le nombre et la position des vannes pour finalement avoir un dimensionnement qui, pour une chronique de pluie annuelle représentative de 50 pluies, si on n'a pas 50 pluies directement, avoir une solution qui permette, dans le cas générique, donc global, qui est nécessaire vis-à-vis de la réglementation, justement, qu'on ait un dimensionnement qui permette de répondre à ce besoin-là. Ce n'est pas une solution qui est, entre guillemets, aussi parfaite qu'une vanne de régulation motorisée avec une supervision derrière, une astreinte, qui est bien plus, qui peut être bien plus, entre guillemets, efficace pour la régulation, mais qui est plus lourd à mettre en place d'un point de vue économique, technique et opérationnel. Il y a une dernière question qui vient d'apparaître. La conversion des mesures en débit nécessite-t-elle systématiquement une modélisation 3D coûteuse? Ou existe-t-il des modèles de vannes normalisés, standardisés, avec des formules de calcul associées? Sympa la question. Sympa. Sympa. Et dans le mille, ce qui a été développé au cours de... Ce qu'il faut savoir, c'est que 3DO, il y a un 3D dans le nom, mais ce n'est pas que de la modélisation 3D. Ce qui se passe, pour que ce soit pour les déversoirs d'orage ou les vannes, le moyen qui est mis en œuvre est proportionnel à l'enjeu et à la complexité du déversoir. Si on a par exemple un point de mesure en réseau où l'exploitant finalement ne veut pas mesurer, on ne fait pas forcément recours à un modèle 3D. Ce qui a été développé au cours du doctorat, justement, c'est comme vous dites, c'est un modèle générique qui permet dans un cas standard, dont les conditions sont bien spécifiques, c'est-à-dire une longueur droite en amont, un champ de vitesse bien uniforme et développé, on tend vers un modèle générique. Pardon. On a développé un modèle générique calibré en laboratoire qui permet de dimensionner les vannes et d'avoir une mesure de débit avec une incertitude connue. Si maintenant on s'écarte de ce cas-là et qu'on a un ouvrage pour lequel on a une contrainte de mesure avec une incertitude bien faible, là on peut avoir recours à la modélisation 3D pour justement tenir compte de ces spécificités géométriques, de cette spécificité du champ de vitesse, et donc avoir un système de mesure un peu plus précis. Mais ce n'est pas systématique. On a un modèle qui permet de, notamment lors du dimensionnement, se dire ok, c'est ce type de vanne-là qu'il nous faut, ou elle est générique, ou alors elle devrait être sur mesure si les contraintes du site et la réglementation sont plus contraignantes. Ok, ben je crois qu'on n'a plus de questions. Je suis en train de regarder l'écran. Je pense qu'on est bon. On a répondu à toutes les questions. Alors, il y a une dernière question dans le chat qui était peut-on avoir une copie de ce webinaire? Oui, le webinaire a été enregistré, donc on vous donnera un accès à cet enregistrement du webinaire pour tous les participants ou ceux qui s'étaient inscrits et qui n'ont pas pu participer. Donc, moi-même et Angel aussi, on vous remercie de votre participation et aussi de vos questions qui ont montré votre intérêt à ce webinaire. Et je vous souhaite un bon appétit. Nous vous souhaitons un bon appétit, et une excellente journée et un excellent week-end. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Merci à tout le monde. Merci.